Merci d'être présent aujourd'hui pour le septième webinaire de l'AGBio concernant le génie végétal pour les cours d'eau de montagne, qui nous sera présenté par Juliette Rousset, ici présente, qui a la chance d'être doctorante à l'INRAE de Lyon-Grenoble. Voilà, elle se présentera un peu plus longuement tout à l'heure. Merci Juliette d'animer ce webinaire. Et puis j'en profite aussi pour vous parler un peu de la GBio pour ceux qui ne connaissent pas. Donc la GBio, c'est une association de loi 1901 qui a été créée il y a une quinzaine d'années, qui est une association française pour le génie biologique ou génie végétal. Elle a pour but de promouvoir en France l'utilisation des techniques de génie biologique et de génie végétal sur divers terrains d'application. Euh, sur les bassins torrentiels, les berges de rivières, les lacs, les talus, des zones agricoles, des zones pastorales, des pistes de ski. Voilà. Une variété d'interventions assez vaste. Voilà. Et donc, en l'occurrence, je me permets de préciser un peu ce que c'est que le génie biologique ou végétal. C'est en fait c'est l'ensemble des techniques et des stratégies utilisant des végétaux pour la stabilisation ou la gestion des sols érodés, la restauration ou la réhabilitation ou la renaturation des milieux dégradés. Et aussi, on peut utiliser ces techniques-là pour faire de la phytorémédiation ou de la phytoréhabilitation pour le site et sols pollués, par exemple. Voilà. Donc, moi, j'en ai assez parlé. Je laisse Juliette vous présenter en fait son, euh, son petit, ses petites recherches, on va dire ça comme ça. Mhm. C'est ça. Merci, Sid. Du coup, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez Juliette, bien ma ce que je propose, présentation? Juliette, c'est que on fasse la présentation et puis qu'on fasse les questions-réponses dans la foulée après. Donc, Très si bien, vous avez ça des me va. questions les uns les autres, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou dans les questions-réponses. Donc voilà, bon webinaire. Super, merci. Donc, j'imagine que vous voyez bien ma présentation. Euh, donc, déjà, merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de génie végétal et cours d'eau de montagne. Donc, c'est un travail que je réalise dans le cadre de ma thèse, que j'effectue donc au LESSEM, qui est le laboratoire écologie Société et écosystème de montagne, qui est un laboratoire INRAE basé à Grenoble. Et donc, je travaille avec André Vette, spécialiste du génie végétal, et Guillaume Piton, qui est chercheur hydraulicien à l'IGE. Ce travail a aussi été fait en partenariat avec le Jardin du Lautaret et le Parc national de la Vanoise, notamment. Donc, je voulais commencer un peu cette présentation sur des petits rappels introductifs pour vous amener un petit peu à la définition du génie végétal, même si je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà des connaissances assez solides sur les fonctionnements des hydrosystèmes. Mais ça me tenait à cœur d'en reparler rapidement. Donc, les rivières, ce sont des systèmes dynamiques complexes où on va y avoir des processus d'érosion et de dépôt qui vont créer une dynamique d'habitat, une mosaïque complexe au niveau de l'hydrosystème fluvial. Cette mosaïque, elle va créer de nombreux habitats qui sont à l'origine donc d'une biodiversité très riche. Et cette dynamique du paysage, elle est caractérisée par l'équilibre entre la morphologie fluviale, le débit et la végétation. Ces trois composants, ils vont interagir entre eux. Donc la morphologie, elle va influencer la vitesse et les régimes hydrologiques. Le débit va à son tour créer des processus d'érosion, de transport et de dépôt qui vont modifier la morphologie fluviale. Le débit va permettre la dispersion et la destruction des végétaux, qui eux vont avoir une influence sur la vitesse et le régime hydrologique à leur tour également. Cette végétation elle apporte de la cohésion à la morphologie fluviale, qui constitue un substrat et un apport de ressources important pour le développement de cette végétation. On a également des effets d'autocontrôle de la végétation sur elle-même. Donc ces trois composantes à l'équilibre forment la dynamique du paysage fluvial, où vont s'opérer des processus d'érosion qui sont naturels. Cet équilibre, il peut être déstabilisé par l'aménagement de la bande active des cours d'eau, qui est de plus en plus importante dans ces dernières décennies. Là, je vous montre l'exemple de l'Arve en Haute-Savoie. Donc, en 70 ans, on observe que la bande active a été fortement réduite. Et donc, les processus d'érosion,
qui s'opèrent naturellement vont venir menacer les enjeux qui sont de plus en plus présents sur les berges des cours d'eau. Donc, lorsque ces enjeux ne peuvent pas être déplacés, il va, il va être nécessaire de se protéger de ces phénomènes d'érosion en aménageant les berges. Et c'est là que le génie végétal apparaît comme une solution durable. Donc, il va proposer on va venir proposer des techniques d'aménagement pour stabiliser ces berges, protéger ces enjeux, tout en utilisant des matériaux végétaux vivants. Donc, l'objectif, c'est de venir copier les modèles naturels en utilisant des plantes vivantes comme matériaux de construction. Et ici, on observe donc l'exemple d'un ouvrage de génie végétal sur l'Adour dans les Pyrénées et son évolution au bout d'une dizaine d'années. Donc, on voit qu'il est entièrement intégré dans le paysage. L'objectif, c'est bien de restaurer les fonctions écologiques et récréatives de la ripisylve et de cette zone riparienne et de protéger durablement les enjeux humains. Pour mettre en place des ouvrages de génie végétal, c'est important d'avoir une approche interdisciplinaire. Puisqu'on va venir utiliser des matériaux vivants, il faut avoir des bonnes connaissances dans les sciences biologiques, également dans les sciences de l'eau pour appréhender les contraintes qui peuvent s'appliquer sur la berge, des sciences du sol, de l'ingénierie et évidemment du droit administratif et des sciences sociales, puisque ce sont des systèmes socioculturels complets. C'est important également d'avoir une bonne connaissance sur les matériaux de construction qu'on peut utiliser. Donc, les sols, ce sont les matériaux de construction clés dans les ouvrages de génie végétal, puisque ce sont les espèces qui sont le plus souvent utilisées pour leur bonne capacité à se régénérer de manière végétative. Donc, on va utiliser des boutures, des plants, des plançons qu'on va venir mettre dans les ouvrages pour créer de nouveaux individus, mais également leur croissance rapide. Donc, ce sont des espèces qu'on retrouve dans les zones ripariennes qui sont inféodées à ces milieux et qui résistent bien aux contraintes d'ennoiement, de périodes d'ennoiement, de périodes d'assèchement et aux contraintes hydrauliques. Hum, Il y a beaucoup de guides et de documentation qui existent aujourd'hui pour développer ces techniques, notamment en plaine. Donc là, je vous en ai mis quelques exemples. Évidemment, c'est non exhaustif. On a de plus en plus de retours d'expérience, de plus en plus de documentation. Et ces ouvrages, ils se concentrent principalement sur les cours d'eau de plaine. Donc c'est là où on a le plus de documentation. Donc nous, aujourd'hui, on va se demander est-ce que cette documentation, est-ce que ces techniques, elles vont être adaptées aux cours d'eau de montagne? Qu'est-ce qu'une rivière de montagne? Qu'est-ce qui la définit? Et quelles vont être les différences par rapport au génie végétal qu'on peut faire en plaine? Donc, est-ce que les différences entre une rivière de montagne et une rivière de plaine vont avoir des effets sur les ouvrages de génie végétal qu'on va pouvoir mettre en place dans ces milieux? Donc pour ça, je voulais vous introduire un petit peu le fonctionnement des rivières de montagne, donc parler un petit peu de leur fonctionnement. Tout d'abord au niveau de la morphologie, donc les processus géomorphologiques qui apparaissent. Donc ce sont des cours d'eau qui sont plutôt sur des pentes importantes. Donc si on reprend le continuum, la schématisation du continuum des trois zones fonctionnelles de Schum, euh, on est sur des cours d'eau avec des pouvoirs érosifs plutôt forts, donc là où les pentes vont être importantes, contrairement à des cours d'eau où il y a des pentes plus faibles ou qui constituent des zones de transport ou des zones de dépôt. Une classification a été réalisée par des chercheurs ingénieurs américains, donc Montgomery et Buffington, qui vont classer les cours d'eau de montagne en fonction de leur pente et en fonction de leur pente et de leur stabilité. Donc là, je vous mets un exemple d'un cours d'eau à forte pente, qui est donc un cours d'eau de type cascade. On va avoir de nombreux blocs désordonnés. Donc la ripisylve n'est pas très présente, donc elle est plutôt éloignée du bord du cours d'eau. On a un apport de sédiments très important et surtout un apport de sédiments qui peut être exogène au cours d'eau, donc avec des blocs relativement importants. Sur des pentes un peu plus faibles, donc entre 2 et 10%, on va avoir une morphologie de type step pool, donc c'est une alternance entre des, des cascades donc, qui sont constituées de gros blocs et des petites piscines où l'énergie va venir se dissiper, donc des vasques où l'eau est plus calme. Mais on a également des cours d'eau avec des pentes un peu plus faibles qui vont plutôt correspondre à des zones de transport, voire de dépôt. Donc là, ici, je vous ai mis l'exemple d'un ancien lac glaciaire qui est comblé. Et donc, le Doron de Belleville passe par ici avant. Donc, avant d'arriver dans la zone du lac glaciaire, on a des fortes pentes. À la fin,
À la sortie du lac glaciaire, on a des fortes pentes, mais pendant un certain linéaire, on va avoir des pentes plutôt faibles où il va y avoir des processus de dépôt et d'érosion. Donc là, c'est une vue plutôt depuis le lit, avec des sédiments beaucoup plus fins. Donc la morphologie des cours de montagne, elle va dépendre de la fourniture sédimentaire, des variations de débit et de la pente du cours d'eau. Au niveau de la végétation, on a aussi des différences, donc au niveau de la végétation riparienne par rapport aux plaines. Euh, Ça suit donc le gradient pardon, le gradient altitudinal. Donc à des altitudes donc à des altitudes moyennes, on va dire à l'étage montagnard entre 1200 et 1700 mètres d'altitude, on va retrouver majoritairement des fourrés et des perchis de saules. Donc ce sont des saulaies avec de nombreuses espèces. Des espèces qui vont être ubiquistes, donc on va retrouver sur tout l'étage altitudinal et donc on connaît bien puisqu'elles sont aussi présentes en plaine. Mais on a aussi des espèces qui sont inféodées à ce milieu, donc des espèces montagnardes, comme par exemple Salix myrcinifolia. Si on monte encore plus en altitude, donc plutôt à l'étage subalpin, donc entre 1700 et 2000, on va avoir des saulaies basses alluviales. Donc notamment, c'est un exemple de milieu ripariens, d'habitat ripariens qu'on peut retrouver. Donc là, ça va être plutôt des saules qui sont vraiment inféodés à l'étage subalpin. Donc on va retrouver Salix astata, Salix foetida, Salix caesia par exemple, Salix glaucosericea. Et donc ce sont des saules arbustifs qu'on va retrouver en association sur ces berges. Au niveau des connaissances actuelles qu'on a sur ces saules, leur utilisation en génie végétal, elle est euh, présentée dans le guide Génie végétal en rivière de montagne, qui a été réalisé dans le cadre du projet Interreg Génie Alpes. Donc, ils vont lister ces espèces et le cadre d'utilisation dans des ouvrages de génie végétal. Certaines espèces qui sont présentées dans ce guide n'ont pas été testées pour le moment dans des ouvrages, n'ont pas été testées dans des ouvrages. Donc, on a, en plus du fait d'avoir des milieux différents, de nombreux freins au développement. Donc, on a peu de suivi d'ouvrages en montagne. Donc, on a quelques ouvrages dans le cadre du projet Génie Alpes. Donc, il y a quelques retours d'expérience qui ont été réalisés, des chantiers pilotes et également dans la revue suisse Génie biologique. Donc, quelques retours d'expérience sur des ouvrages en Suisse, notamment en montagne. Ça reste une documentation qui est pauvre. On a peu de documentation et de retours d'expérience technique par rapport à ce qu'on peut avoir en plaine. Il y a également des freins au niveau de la perception sociale et de l'appréhension du risque. Donc, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est des éléments importants qui sont des freins aujourd'hui au développement de ces techniques, que ce soit en plaine ou en montagne, même si ce sont des aspects différents. Et au niveau des contraintes techniques, on a vu que la morphologie des cours d'eau de montagne était différente de celle des cours d'eau de plaine. Donc, on va avoir des contraintes techniques qui vont être notamment hydrologiques, puisqu'on va avoir les débits les plus importants plutôt à la période printanière, donc avec la fonte des neiges et des glaces, donc au moment de la reprise de la végétation. Des contraintes hydrauliques, donc avec des pentes fortes, on va avoir des contraintes appliquées sur les berges plus importantes. Des contraintes morphologiques, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des gros blocs qui pouvaient être structurants de la stabilité du lit et qui peuvent donc être aussi structurants de la stabilité de la berge. Et des contraintes climatiques également, puisqu'on a des périodes d'enneigement prolongées et donc des saisons de végétation réduites pour la croissance de la végétation. Donc, vis-à-vis de ces contraintes et ces freins de développement, l'objet, c'est de répondre à cette question. Quelles sont les espèces et les techniques qu'on va pouvoir utiliser en montagne pour mettre en place des ouvrages de génie végétal et essayer de démocratiser un peu plus ces techniques et avec quelles modalités de mise en œuvre. Donc, ce projet, il est structuré en 3 axes. La première partie, ça va être de regarder quels sont les modèles naturels des berges. Donc, qu'est-ce qu'une berge stable en montagne et comment on va pouvoir essayer de copier ces berges pour réaliser des ouvrages de génie végétal, puisque c'est la définition même du génie végétal, essayer de copier le modèle naturel. Dans un deuxième temps, on s'est demandé quels étaient les facteurs de succès et d'échec des techniques qui existaient déjà. Donc l'objectif, ça a été de faire un retour d'expérience pour savoir quels apprentissages on pouvait tirer de ce qui avait déjà été réalisé.
Et enfin, si on souhaite mettre en place des ouvrages de génie végétal à des altitudes plus importantes, donc à l'étage subalpin, quelles espèces on peut utiliser et est-ce que les espèces qui sont déjà présentes au subalpin sont des espèces favorables à la mise en place d'ouvrages de génie végétal. Donc, je vais essayer de vous présenter rapidement ces trois axes de travail. Donc, on a travaillé avec une approche interdisciplinaire entre écologie, hydromorphologie et sciences de l'ingénieur. Donc, pour la première partie du travail, les berges naturelles, qu'est-ce qu'on peut copier? Donc, l'idée, ça a été de regarder plusieurs types de berges naturelles. Donc, on s'est concentré surtout sur le massif de la Savoie, pardon, sur le massif de la Vanoise, en Savoie. On a regardé des berges avec différents types morphologiques, donc plan bed, step pool, riffle bed, donc les types morphologiques que je vous ai présentés tout à l'heure, avec des pentes différentes, avec des végétations différentes. Ce qu'il en est ressorti, c'est deux types principaux de berges. Donc, le premier qu'on a appelé modèle d'enrochement végétalisé. Donc, il apparaît sur des pentes plus importantes, notamment plutôt sur des cours d'eau avec une morphologie de type step pool. Et donc là, les blocs vont être vraiment structurants de la stabilité de la berge et la végétation va venir stabiliser ces gros blocs. Donc, c'est vraiment une interaction entre la végétation et les gros blocs pour participer à la stabilité de la berge. Donc, l'idée, ça va être d'essayer de remettre ça en place sur ce type, si on observe que c'est ce modèle naturel sur le type de cours d'eau qu'on veut aménager. Sur des cours d'eau avec des pentes un peu plus faibles, on a des modèles alluvionnaires assolés. Donc là, on va avoir des sédiments un peu plus fins et la végétation va entièrement participer à la stabilité de la berge. Vous avez des exemples ici. Donc voilà ce qui est pour les modèles naturels qu'on a pu étudier. Au niveau du retour d'expérience, donc quels apprentissages on peut tirer d'ouvrages qui ont déjà été mis en place? On a recensé 48 ouvrages à l'échelle des Alpes françaises, un petit peu en Italie et en Suisse. Et on a classé nos 48 ouvrages en fonction d'un gradient de végétation, parce qu'on ne s'est pas concentré uniquement sur les ouvrages entièrement de génie végétal, donc 100% génie végétal, au regard de ce qu'on vient de dire tout à l'heure, que pour certains cours d'eau, on pouvait avoir une part de minéral importante pour participer à la stabilité. Et comme ça permettait de copier les modèles naturels, euh, dans cette idée de définition du génie végétal, ça nous apparaissait comme étant des ouvrages importants à regarder. Donc là, on voit le gradient qu'on a étudié, donc de gauche à droite des ouvrages, donc 100% génie végétal et avec une part de minéralisation de plus en plus importante. Donc entre les caissons, des techniques mixtes et ce qu'on a appelé des techniques mixtes avec enrochement majoritaire, où le débit de la biennale ne dépasse pas la hauteur de l'enrochement. On a séparé également caisson de technique de génie végétal, puisque la structure de caisson est un élément important de la stabilité, donc la végétation ne participe pas toute seule à la stabilité de la berge. Donc je vais vous présenter un petit peu les résultats de ce retour d'expérience qui a eu lieu donc l'été dernier. Donc là, vous voyez la distribution des sites sur la carte en fonction de ce gradient de végétation. Donc, chaque polygone représente la gestion, enfin l'entité en charge de la GEMAPI. Et au centre du polygone, vous avez le nombre total d'ouvrages qui ont été recensés sur, sur ces zones. Et on va dire les parts des camemberts, ça représente le nombre d'ouvrages par type de structure. Donc, au total, on a recensé 12 ouvrages de génie végétal, 10 caissons, 23 techniques mixtes et 3 ce qu'on a appelé donc enrochement, enfin technique mixte avec fort enrochement. Et si on regarde un petit peu la distribution des types de techniques, notamment en France, donc si on se concentre sur les polygones rouges, on observe que l'entièreté des ouvrages de génie végétal pur, donc le vert clair, se retrouve au sud des Alpes françaises. Donc on se rend compte que l'utilisation de génie mixte, elle va aussi dépendre du contexte culturel et des connaissances locales.
On peut appuyer cette observation si on regarde les ouvrages qui ont été faits dans la région de Bolzano. Donc, il y a 8 ouvrages. Et sur les 8 ouvrages, on a uniquement des couches de branches arrogées. Donc, c'est la technique Ils utilisent uniquement cette technique dans cette région. Dans la région de Turin, sur les 5 ouvrages, on a 3 couches de branches arrogées et 2 enrochements végétalisés. Donc pareil, les couches de branches arrogées, c'est des ouvrages qu'on retrouve uniquement en Italie. On n'en a pas recensé en France, donc ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. En tout cas, ce qu'on nous a fait remonter depuis les gestionnaires GEMAPI, c'est dans le cadre d'un ouvrage de génie végétal sur une rivière de montagne, on n'avait pas de couches de branches arrogées. Donc ça appuie encore le fait que le contexte culturel et les connaissances locales vont beaucoup jouer sur le choix de la technique et sa végétalisation, enfin son degré de végétalisation. On peut se demander si le degré de végétalisation de la technique, il va être dépendant de l'enjeu à protéger. Donc là, vous voyez, j'ai oublié de traduire en français, je suis désolée, mais donc vous voyez, donc c'est une carte de fréquence en fonction de notre gradient de végétalisation en bas et de nos enjeux à protéger sur la gauche. Donc du plus faible en bas au plus important en haut, donc qui sont les bâtiments. Donc on observe que quand même pour les enjeux forts, donc qui sont routes et bâtiments, on a plutôt du génie mixte, donc plus favorablement du génie mixte, mais on observe aussi que dans certains cas, du génie végétal a été mis en place. Donc on n'a pas de corrélation très forte entre l'enjeu à protéger et la minéralisation de la technique. Si on regarde maintenant un petit peu la distribution des ouvrages en fonction des variables biogéomorphologiques, donc, de même, donc c'est l'équivalent de box-plot, donc ça représente la répartition de nos sites en fonction de la variable qu'on étudie. Donc, au niveau de l'altitude, donc, il n'y a pas de répartition préférentielle en fonction du type de technique. En fonction de la granulométrie du lit non plus, on se serait attendu peut-être à ce que sur des lits avec des granulométries plus importantes, on ait des ouvrages avec plutôt des ouvrages en technique mixte, donc avec enrochement de pieds de berge. Pas forcément, sur des granulométries importantes, on a observé des ouvrages en génie végétal pur. Peut-être en fonction donc de la mobilité des sédiments. Donc ici, vous voyez, donc c'est une valeur, c'est une grandeur adimensionnelle. Donc si cette grandeur adimensionnelle est 1, c'est que la mobilité des sédiments du lit est très importante. Donc on a plutôt du génie mixte sur des lits très mobiles et plutôt du génie végétal sur des lits moins mobiles, mais que le génie végétal est utilisé sur l'entièreté de la gamme de mobilité. Au niveau des puissances spécifiques, donc qui peut être une grandeur qui vous parlera un peu plus, on observe de même que le génie végétal est utilisé sur une large gamme de valeurs, que le génie mixte est utilisé plutôt sur des gammes de valeurs un peu plus importantes, mais aussi sur des gammes de valeurs faibles. Au niveau de la pente du cours d'eau, on n'a pas d'utilisation préférentielle. Des caissons donc sur les pentes vraiment les plus fortes. Et au niveau de la pente de la berge, on n'observe pas de différence entre le génie végétal et le génie mixte. Cependant, il y a une différence significative pour l'utilisation des caissons et des, des enrochements avec, donc des gros enrochements avec végétalisation, puisque ça permet de garder une verticalité de berge dans les endroits où on ne pourra pas adoucir la berge. Donc, pour l'intégralité des ouvrages qu'on a visités, donc les 48 ouvrages, on a fait des relevés et des calculs qui nous ont permis de remonter aux gammes de contraintes qui ont été subies par ces ouvrages. Donc, pour chaque ouvrage, on a regardé la crue la plus forte qu'il avait subie depuis sa mise en place. Et pour cette crue, on a calculé la contrainte tractrice équivalente. Donc, c'est ce que vous avez en gras ici pour chaque type de technique. Je vous ai mis également donc le nombre d'ouvrages qui ont été étudiés par type de technique. Et sur ces ouvrages, on a noté ceux qui étaient dégradés, donc c'est-à-dire ceux qui présentaient des défaillances importantes et qui pouvaient potentiellement, s'il n'y avait pas de gestion et une crue importante qui arrivait par exemple l'été prochain, qui pouvaient potentiellement être détruits. Et on a également 3 ouvrages qui ont été détruits sur le site, enfin, sur l'ensemble de notre échantillon, pardon. Et à droite, je vous ai mis donc les limites de la littérature qui ont, enfin les limites, pardon, de contraintes tractrices connues dans la littérature pour chaque type de technique.
Donc, par exemple, si on prend la fascine, on a trouvé que nos fascines avaient résisté à des contraintes, à des gammes de contraintes entre 25 et 250. Donc, ça recoupe ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la littérature. Sachant que donc la fascine qui a vécu... Non, pardon. Au niveau du peigne, on retrouve également les contraintes qui ont été enregistrées dans la littérature. Pour les caissons, on retrouve les mêmes gammes de contraintes. Et on a donc des nouvelles gammes de contraintes pour les enrochements végétalisés, pour les enrochements avec des couches de branches arrogées et les couches de branches arrogées seules également. Donc ça, ce sont des ouvrages italiens. Donc je pourrais revenir sur ce tableau tout à l'heure pendant les questions si vous avez des questions. Je voulais vous présenter rapidement les principales défaillances qui ont été observées. Donc là, par exemple, c'est un exemple de caisson avec un mauvais calage de la végétation. Donc là, le caisson a déjà 4 ans sur la photo. On observe qu'il y a très peu de développement de la végétation, beaucoup d'assèchement de boutures. Et la photo a été prise en juillet, donc au moment où le niveau de l'eau est le plus important. On observe donc quand même que les végétaux sont hauts par rapport au niveau de l'eau, donc qui pourrait expliquer cet assèchement, et que le caisson est très vertical, donc il y a aussi des problématiques d'ombrage. Ça, c'est un caisson qui a été mis en place donc, dans les Alpes du Sud. Donc là, on voit que la végétation est complètement asséchée. Donc, à l'heure actuelle, le caisson remplit toujours sa fonction de stabilisation de la berge, parce qu'on n'observe pas de défaillance. Par contre, sur le long terme, la végétation ne viendra pas jouer son rôle de stabilisation si on ne vient pas remettre des boutures en place. Donc, ce caisson, il a été mis en place, il me semble, en 2022 ou en 2023. Donc, c'est les étés qui ont été très secs. Et donc, c'est un caisson qui a été mis en place au printemps. Donc, la période de mise en place va aussi être importante pour éviter ce genre de problème. Ou alors, il faut venir régulièrement arroser sur l'ouvrage, mais ça demande des contraintes supplémentaires. Ça, c'est un exemple donc d'un ouvrage de couche de branches arrogées en Italie, où on voit que le manque de protection de pieds de berge a conduit donc à une érosion et un départ des sédiments, et qui laisse donc les branches arrogées nues. Donc là, dans le cadre de cet ouvrage, c'était plutôt de faire de la renaturation, de la restauration suite à une très grosse crue, à une tempête qu'ils ont subie 4 ans plus tôt. Donc, il n'y avait pas d'enjeu de stabilité et on voit sur le dessus de la berge, donc je ne sais pas si vous voyez en orange, il y a ma collègue, donc que les végétaux se sont quand même bien développés et donc que sur le dessus de la berge, on a une dynamique de végétalisation qui se crée. Comme le but, c'est pas de stabiliser le pied de berge, ça pose pas de problème, mais en fonction de l'objectif de l'ouvrage, ça pourrait poser un problème à terme. Au niveau des défaillances observées, c'est notamment sur les ouvrages de génie végétal qu'on a retrouvés dans le sud de la France, donc entièrement végétalisés, où on avait uniquement des techniques de pied de berge. Donc là, dans les deux exemples, c'est des fascines. Donc là, sur la photo de gauche, c'est une photo prise de haut, donc on voit l'eau, les rangées de fascines, et on voit qu'il y a des sédiments qui sont venus se déposer sur le dessus de la fascine, ce qui crée un poids, donc, et à certains endroits, qui a déstabilisé la fascine et créé des encoches d'érosion. Donc là, ça paraît important sur des cours d'eau qui sont très dynamiques comme ça, où le niveau d'eau peut être très variable, de mettre en place une technique aussi de haute berge et de bien veiller à la connexion entre la technique de pied de berge et la technique de haute berge. Sur la photo de droite, on voit donc les pieux de la fascine, donc on imagine qu'elle est sur notre droite, et on voit de la même manière une encoche d'érosion qui s'est fait au-dessus de la fascine, donc pour des niveaux d'eau qui dépassent le niveau de la fascine en crue. Donc pareil, là, c'est des exemples d'érosion entre la technique de pied de berge et la technique de haute berge. Donc on voit qu'il y a eu des érosions importantes au niveau de l'enrochement. Et donc ça crée une déconnexion pour là, le lit de plan qui est complètement asséché sur la photo de gauche. Une déconnexion entre donc, les boutures qu'on a mis et potentiellement le substrat, et donc qui emmène à un assèchement de la végétation et un mauvais développement de la technique du haut de berge. Ah, vous avez un autre exemple sur la droite. Donc là, pareil, ça a été une crue importante la première année de la mise en place de l'ouvrage. Donc on avait un enrochement de pied de berge, une fascine et des lits de plan en haut de berge. Et on voit que la fascine n'a pas bien... Donc on voit qu'elle a repris par endroits, mais qu'il y a quand même de nombreuses encoches d'érosion. Donc ça pourrait être intéressant de réintervenir sur cet ouvrage.
Au niveau des trois ouvrages détruits, donc si je vous les présente brièvement, celui de gauche, donc il est sur le Buech, et donc il y a eu une crue importante, très importante, même la première année de mise en place de l'ouvrage, donc avant que la végétation ait pu reprendre. Je ne sais pas si vous voyez la ligne de pieux et donc le recul de la berge d'au moins 3-4 mètres, important. Les deux autres ouvrages, on va dire que le fait qu'ils ne remplissent pas leur fonction de stabilité n'est pas lié à une forte crue. L'ouvrage du milieu, c'était une fascine. Et en fait, c'est les activités humaines qui n'ont pas permis le bon développement de l'ouvrage, puisque c'est une fascine qui est collée à une route départementale. Et donc, les pareuses qui passent très régulièrement au printemps et qui vient détruire la végétation et qui empêche son développement. Et sur la droite, pour le coup, c'est un tunnage qui a été réalisé sur un cours d'eau très ombragé. Donc, il n'y a pas eu de suivi de l'ouvrage. Et donc, pareil, les crues des premières années, la végétation se développait trop lentement par rapport à cette contrainte d'ombrage. Et les crues des premières années ont détruit le tunage sans que la végétation puisse reprendre. Puisque sur les 48 ouvrages, on n'en a eu que 3 qui ne répondaient pas à leur fonction de stabilité, c'est qu'on a quand même eu on a recensé beaucoup de succès. Donc ça, c'est un exemple de couche de branche arrogée avec enrochement en pied de berge. Et c'est un ouvrage qui a été réalisé donc en Italie, dans la province de Bolzano. Donc vous avez à gauche la période de chantier en 2006, une photo 2 ans plus tard. Et donc on est retourné voir cet ouvrage en 2024. Et donc vous voyez sur la rive, sur la berge à droite, l'ouvrage qui a bien repris. Et donc, si on passe sur le pont aujourd'hui, on se rend même plus compte que c'était un ouvrage de génie végétal. Ce qui est intéressant, c'est que c'était un enrochement en pied de berge qui était, on peut appeler ça un peu déstructuré, et qu'avec les crues successives, on a eu des dépôts de sédiments fins. Et aujourd'hui, donc, la végétation est venue coloniser cet enrochement de pied de berge, et on retrouve ce qu'on voyait sur les photos de milieux naturels. Donc, c'est intéressant de voir les effets de ces enrochements un peu plus déstructurés et l'évolution qu'ils peuvent avoir dans le temps. Et on retrouve vraiment un fonctionnement naturel. Je vous ai mis quelques exemples d'enrochement en pied de berge avec lit de plan et plançon. Donc, à gauche, c'est un ouvrage qui a 5 ans, qui a été réalisé sur l'Arve à Chamonix, qui remplit très bien sa fonction de stabilisation. Donc, on n'a pas noté de défaillance. À droite, pareil, un ouvrage lit de plan et plançon après 6 ans sur le Doron de Beauzelle. Et là, je vous ai mis un exemple qui est également sur le Doron de Beauzelle, un peu plus en aval. Et donc, on l'a visité en août 2024. Donc, c'est la photo de gauche, donc pour faire nos relevés. Donc, on voit qu'il remplit bien sa fonction de stabilisation. On ne voit même pas l'enrochement en pied de berge, tellement la végétation s'est bien développée. Et vous voyez également à droite, alors je ne sais pas si enfin, vous êtes sûrement au courant des fortes crues qu'il y a eu l'année dernière en juin 2024. Et donc là, c'était vraiment le lendemain du gros épisode de crue. Donc avec un niveau d'eau très important. Et donc on est passé 2 mois après et l'ouvrage était intact. Un exemple également de caisson végétalisé. Donc ça, c'est un ouvrage qui a été mis en place sur le Bains à Saint-Hugon en Isère, un caisson végétalisé. Et donc on voit que au bout d'une dizaine d'années, c'est entièrement intégré dans la berge et on voit presque plus la structure du caisson. Bon, je vois que le temps file, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Ça, c'est un autre exemple de caisson végétalisé sur l'Arly, 6 ans après travaux. Donc le caisson, il est en rive droite. En rive gauche, pardon, parce que c'est une photo vue de l'aval, donc sur la droite de la photo. Dernier exemple, il me semble, c'est un enrochement végétalisé qui a été réalisé donc, en 1997 en Italie, dans la province de Turin. On pourra revenir dessus tout à l'heure si vous souhaitez revoir les photos plus en détail. La dernière partie des travaux qu'on a réalisés, c'est sur les espèces du subalpin. Donc, quelles espèces on peut utiliser euh, à l'étage subalpin. Donc, l'objectif, c'est d'étudier différents traits fonctionnels pour préconiser l'usage de ces espèces. Donc, les traits, ils vont être dépendants des fonctions de la végétation. Donc, est-ce qu'elle protège bien la surface du sol? Est-ce qu'il y a un renforcement de la cohésion? Est-ce que ça permet de bien ralentir la vitesse de l'eau?
Et pour ça, on mesure différents traits aériens, donc longueur de tige, biomasse, des traits racinaires, longueur de racine, biomasse racinaire. Et donc, on a étudié des boutures de saules. On s'est concentré sur 6 espèces réparties sur le gradient altitudinal. Donc, c'est 3 espèces qui sont plutôt ubiquistes ou montagnardes et 3 espèces qui sont vraiment inféodées à l'étage subalpin et donc qui sont les arbustives dont je vous parlais tout à l'heure. On a réalisé 2 expérimentations, une en chambre de culture avec 4 mois de croissance en conditions de montagne et une in situ, donc dans une prairie et dans un champ expérimental de sable au jardin du Lautaret. Et là, on a fait le suivi sur 2 ans de croissance. Je vais vous présenter rapidement les taux de reprise. Donc, on a des taux de reprise de 100% en chambre de culture, des très bons taux de reprise les 2 années dans le sable, donc supérieurs à 90%, un petit peu moins bons en prairie, au-dessus de 70%, entre 70 et 100%. Pour la croissance en chambre de culture, donc là, je vous ai mis les boutures déterrées, les 4 espèces déterrées. On voit qu'il y a Salix purpurea qui se distingue avec des traits morphologiques, donc des longueurs de tige un peu plus importantes qui vont répondre plutôt donc à des fonctions de protection de la surface de la berge. Et Salix astata qui se détache avec des biomasses, une biomasse racinaire très importante et qui va donc plutôt permettre une fonction de stabilisation. Donc on voit que Salix astata est un candidat potentiel très intéressant pour du génie végétal. Et donc on a voulu le tester en conditions in situ, donc en conditions d'ouvrage. Donc on a réalisé la première fascine de Solasté, qui est une fascine expérimentale. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de voir comment la végétation va reprendre et pas de regarder l'effet de stabilité. Et donc, vous avez une photo en octobre 2024 qui montre qu'on a eu une très bonne reprise et donc une utilisation intéressante de cette espèce pour réaliser des fascines. Donc, l'idée, ça va être de suivre l'évolution de cet ouvrage aussi cet été. Voilà donc les tendances pour les 6 espèces. Donc, on voit que dans l'expérimentation in situ, on a des bien meilleures croissances dans un substrat de sable que dans un substrat de prairie, donc en jaune, contrairement en vert. Donc, on a 10 à 60 fois plus de croissance en fonction des espèces dans le sable que dans la prairie. Et entre 2023 et 2024, on a une croissance qui est multipliée entre 5 et 15 fois en fonction des espèces. Et si on regarde un petit peu les différences de croissance entre toutes les espèces, donc là, je vous ai mis les longueurs cumulées de tiges pour les 6 espèces pour la deuxième saison au Lautaret. Et donc, on voit qu'il y a des facteurs de croissance très importants, que Salix purpurea reste l'espèce avec la croissance la plus rapide. Mais on a aussi des saules plutôt subalpins, donc Salixésia, Salix myrtinifolia et Daphnodes, qui ont quand même des croissances intéressantes. Pour la conclusion, on voit qu'il y a des espèces qui sont très importantes, enfin, qui sont plutôt intéressantes pour apporter un support mécanique à la berge. Donc, ils vont venir vraiment stabiliser la berge, mais elles peuvent être aussi utilisées en association avec des espèces qui ont des croissances un peu moindres, mais qui vont servir plutôt de support de biodiversité, puisqu'elles sont toujours, ces espèces retrouvées en association sur les berges. Donc voilà, je suis désolée, j'ai un petit peu accéléré sur la fin de la présentation, mais c'était parce que je voulais aussi vous laisser le temps de poser quelques questions si vous en avez. Bon, j'espère que c'était clair et que ça vous a intéressé. C'est particulier de parler à son écran d'ordinateur, mais du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Je ne sais pas si je peux Merci, voir l'espace questions-réponses. merci Juliette pour cette présentation qui était très complète et très intéressante et qui permet de prouver que le génie végétal, ça fonctionne. Ça fait peut-être rire, mais on a encore des élus et des techniciens qui sont un peu largués sur cet aspect-là. Pour les questions-réponses, moi, ce que je vous propose, c'est que vous levez la main et je vous permettrai de parler. Ça permettra d'être un peu plus interactif avec Juliette, qui a fait un exercice un peu en solo jusque-là. Oui. Pas de questions. Je vais lancer la première question, si tu veux bien, Juliette. En fait, Oui. ça amènera peut-être d'autres questions. Euh, donc ça, c'est transposable, en fait, pas qu'au cours d'eau en montagne, en fait, un peu partout. Oui. Mais aujourd'hui, en fait, les espèces qui ont été choisies, c'est des espèces locales.
Ouais, tu peux dire sur la troisième partie, là où je suis Oui, allée un peu vite. Euh, oui, en fait, l'idée, c'était de se dire que si on voulait développer des ouvrages à l'étage subalpin, il y avait toutes les espèces qu'on retrouve qui sont inféodées à ces milieux, on n'a pas de connaissances sur leur utilisation en génie végétal. Donc l'idée, ouais, c'était de regarder un petit peu le potentiel d'utilisation des espèces locales, puisqu'on pourrait mettre en place des ouvrages avec les espèces qu'on connaît déjà, mais qui sont plutôt des espèces de plaine. d'accord, merci. Moi, j'ai également une question. La méthodologie utilisée, là, est-ce qu'elle pourrait être exportable sur des chantiers qu'on pourrait faire dans d'autres conditions, sur une île, dans les dom-toms, ou dans d'autres terrains que les terrains de montagne? Tu veux dire la méthodologie globale du Oui, travail ou oui. particulièrement un axe? Non, la méthodologie globale de Oui, sélection des espèces, de sélection des types d'ouvrages en génie éco. ouais, ouais, parce que du coup, juste pour pour rebondir sur la question précédente de Sid, en fait, les espèces là du subalpin, c'est les espèces qu'on avait retrouvées dans la première partie du travail, qui était donc de regarder les modèles naturels. Donc c'est pour ça qu'elles ont été choisies. Et du coup, l'idée de regarder d'abord des modèles naturels, ensuite d'étudier les espèces, c'est une méthodologie qui a déjà été réalisée donc quand André a déjà réalisé dans ses travaux de recherche, notamment avec le projet Protégé. Il me semble que c'est ça le nom du projet. L'idée, c'était de regarder les berges naturelles en Guadeloupe notamment, pour après sélectionner des espèces qu'ils ont étudiées et voir lesquelles étaient les plus appropriées pour mettre en place des ouvrages de génie végétal. Je pense pas qu'il y ait eu une partie retour d'expérience, puisque il ne semble pas qu'il y ait eu d'ouvrages qui aient été recensés sur ces cours d'eau, mais l'idée, enfin, si on avait, oui, l'idée, serait de mettre en place cette méthodologie. Ok. Je sais pas si je réponds à ta question. Si, 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 très bien. Merci. Il y a Vincent Bell qui pose une question. Je lui libère la parole. Oui, Oui, bonjour, vous m'entendez bien? oui, Oui. Super. Eh ben, déjà, merci pour la présentation qui était super intéressante. J'avais seulement une petite question, moi, sur les espèces de saules qui ont été observées. Est-ce qu'il y a des contraintes tractrices qui ont été définies pour chaque espèce ou pas? alors, non, parce qu'on n'a pas fait de... Enfin, si je comprends bien la question, c'est d'essayer de se dire qu'il y aurait des espèces qui seraient plus... Enfin, qui résisteraient plus ou moins à des fortes contraintes tractrices. Mhm. Donc, pour répondre à cette question, l'idée, ce serait de faire des tests de bouturage sur différentes berges avec différentes contraintes tractrices. Donc, ça demande un effort expérimental très important. Et donc, on n'a pas cette valeur en tant que telle, mais l'idée, c'est de se dire que la résistance à la contrainte tractrice, elle va surtout dépendre de la technique qui va être choisie en fonction des contraintes locales, de la mise en place de l'ouvrage. euh, et ensuite, l'idée, ça va être d'essayer d'associer le plus possible d'espèces qu'on retrouve naturellement sur le site pour maximiser la cohésion. Et donc, en fait, on a vu, enfin, je vous ai montré tout à l'heure ce graphique, on voit que les espèces, elles ont on va dire, des compétences qui leur sont spécifiques, des caractéristiques qui leur sont spécifiques. Et donc, l'idée, ça va être de les associer pour que des espèces vont permettre plus la cohésion du sol, d'autres plus la protection, de la surface. Ok, très bien, merci beaucoup. On a une question de Pierre-André Frossard. Euh, Voilà. Est-ce que vous m'entendez? oui, Oui. très bien, Père Ah, André. d'accord. Ok. Moi, j'ai une question par rapport à ces constats d'échec de certains chantiers. Euh, bon, déjà, c'est rassurant de voir que finalement, vous avez observé relativement peu de situations d'échec hein, dans les différents aménagements que vous avez analysés. Mais bon, on sait que les échecs, ils peuvent être dus à de nombreux facteurs, quoi. Ça peut être effectivement les limites du génie végétal, mais ça peut être aussi la période de mise en œuvre, ça peut être la mise en œuvre qui globalement a été mal maîtrisée, ou ça peut être même la conception du projet qui est pas bonne. Est-ce que vous avez eu
est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir des dossiers de projet pour pouvoir analyser ça, ou bien c'était uniquement une observation de terrain, quoi, une observation Oui. visuelle, quoi. C'était un travail un- trop lourd de demander enfin Ouais, d'avoir j'imagine, ouais. pour Mhm. chaque ouvrage les dossiers. Mhm. Par contre, on a essayé, enfin, on a fait en sorte de rencontrer le gestionnaire pour tous les ouvrages qu'on a visités. Donc, on a le retour d'expérience du gestionnaire. Et donc là, je vous ai remis la diapo des 3 ouvrages détruits. Et sur les 3 ouvrages, pardon, excusez-moi. En fait, sur les 3 ouvrages, on observe que qu'il n'y en a qu'un seul qui met vraiment en avant les limites du génie végétal, puisque dans les 2 autres cas, c'est surtout un problème de conception et de gestion de l'ouvrage par la suite. Ok. Donc là, je suis pas rentrée plus dans les détails pour le moment et je saurais pas te Ouais, ouais. relister exactement tout ce qui est lié à plutôt aux limites du génie végétal ou plutôt aux limites de conception et de mise en place. Mais du coup, ça fera l'objet d'une publication quand tout ça sera bien au propre, si vous voudrez aller un peu plus loin dans le sujet. Merci pour ta question. Je vois que Raphaël a posé une question dans le chat. Oui, Est-ce que les travaux sont toujours réalisés en période de dormance des végétaux? Du coup, par rapport au retour d'expérience, ta question, si j'ai bien compris, c'est est-ce que tous les ouvrages qu'on a visités ont été réalisés du coup en automne plutôt? Et est-ce qu'on peut espérer des bons résultats si on réalise l'ouvrage au printemps? Bon, c'est comme ça que je comprends la question. Euh, je dirais que c'est 50-50 au niveau de la réalisation des ouvrages entre l'automne et le printemps en tout cas sur notre échantillon. Et on a quand même observé que il y avait quand même pas mal d'ouvrages où il y avait des problématiques d'assèchement de la végétation. Et c'est souvent les ouvrages qui ont été réalisés au printemps. Donc quand la végétation a pas, donc commence à se développer pendant une période de sécheresse. Donc je ne sais pas si je réponds bien à ta question et j'imagine aussi que ça dépend beaucoup de l'année. Par exemple, je pense qu'un ouvrage qui aurait été mis en place au printemps l'année dernière, comme on a eu un printemps assez pluvieux, ça aurait moins posé problème qu'un ouvrage qui a été mis en place en 2023, enfin le caisson que je vous ai montré ici. J'espère que j'ai répondu à la question. Si jamais, n'hésite pas à prendre la parole. on a une question de Simon Nadeau. Oui, bonjour. J'avais une question sur les techniques mixtes là, avec enrochement en pied de berge et végétation au-dessus. J'ai vu que ce qui avait quand même bien réussi, ben, il y a de la végétation qui pousse au travers des enrochements. Mhm. Est-ce qu'il y a des préconisations de maintien de cette végétation dans les enrochements ou on est mieux de l'entretenir à long terme pour éviter qu'elle se déstabilise? Est-ce qu'il y a des préconisations là-dessus? Au niveau Enfin, moi, je pense pas que je pourrais vous faire des préconisations techniques vraiment sur la mise en place de l'enrochement. Juste, en tout cas, ce qu'on a observé, c'est que il y a des ouvrages, donc là, je vous ai remis la photo à l'écran, c'est qu'il y a des ouvrages où les enrochements qui sont plutôt, enfin, moi, ce que je vais appeler enrochement déstructuré, où les blocs sont posés de manière un peu déstructurée sur la berge et ce qu'on appelle des void field riprap. Donc, c'est plutôt des. Si j'ouvre ça, c'est en français empirement colmaté végétalisé. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de recréer un sol stable en mélangeant des gros blocs et des sédiments plus fins. Donc, dans l'idée que ils vont se maintenir entre eux. Donc, le fait pardon, de le colmater, de, l'en- de le, j'ai perdu le mot, mais l'idée, ça va être que il y ait une stabilisation des gros blocs par les sédiments plus fins et que les gros blocs protègent les sédiments plus fins du lessivage. Et donc là, avec les crues successives et le dépôt de sédiments, ça permet aussi le développement de la végétation. Le mieux, c'est de créer un enrochement de pieds de berge qui soit raisonnable en termes de dimension, de réaliser une technique de haute berge qui soit végétalisée, donc ici couche de branches à roger
ou technique de lit de plan et plançon. Et en fait, la végétation va venir coloniser elle-même l'enrochement en pied de berge plus tard. Après, vous avez des enrochements végétalisés, donc je vous montrais là tout à l'heure. Donc là, c'est encore un deuxième cas, mais c'est plutôt, je dirais, sur des berges où on est obligé de garder un peu de verticalité, on n'a pas de place pour adoucir le pied de berge. Donc c'est pas le premier choix que je ferais, mais en tout cas, il y a des bons retours d'expérience là-dessus. Et donc, c'est des ouvrages qui ont été réalisés en Italie et on a mis des lits de plan et plançon entre les étages de blocs. Donc, vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Je ne sais pas si vous voyez bien les photos. Et Oui, oui, pareil, c'est le dépôt justement des... c'est sur ces photos que je réagis, en fait. Ce que j'en comprends, c'est que le maintien de la végétation dans les enrochements permet de stabiliser les enrochements. c'est l'idée, oui. OK, merci. On a une question de Carla Lucia. Est-ce que vous m'entendez? On entend? Oui? Oui, vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, super. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question qui concerne les ouvrages que vous avez montrés, la morphologie du lit. Est-ce que vous avez pu étudier les impacts que la construction de ces ouvrages-là pouvait avoir sur les sédiments en berge, euh, sur la morphologie du lit, et éventuellement, voilà, la destruction de ces ouvrages, quel impact ça pouvait avoir après sur la berge. On en a parlé un peu tout à l'heure des érosions, voilà, mais je ne sais pas si vous pouvez compléter un peu cette partie-là. Du coup, si je comprends bien la question, c'est d'essayer de regarder un peu l'évolution du lit et de sa stabilité au cours du temps, du fait qu'on vient stabiliser la berge à cet endroit-là. Oui, tout à fait. Euh, Malheureusement, non. Enfin, pas dans le cadre de cette étude de retour d'expérience, donc ça aurait été vraiment très intéressant. Mais pareil, ça demande du coup de faire du suivi sur le long terme et des suivis qui sont un peu plus lourds. Nous, notre objectif là, c'était vraiment d'essayer déjà de montrer qu'il y avait eu des premiers essais de génie végétal sur ces cours d'eau où les gestionnaires sont plutôt frileux enfin les gestionnaires ou les élus plutôt frileux pour la mise en place et qu'il y avait des très bons cas de succès. Après, ça pourrait faire l'objet d'une deuxième étude d'essayer de regarder, mais ça c'est aussi valable en pleine, quel est l'impact sur la mobilité du lit, enfin les potentiels impacts négatifs sur la mobilité du lit. C'est pour ça que ça me paraissait aussi intéressant de revenir en introduction dessus, de se dire que dans le cas de la mise en place d'un ouvrage de génie végétal, c'est vraiment si on a besoin de stabiliser la berge pour protéger un enjeu qui ne peut pas être déplacé, parce que le mieux c'est de laisser cette mobilité latérale aussi à la rivière. Mais j'aurais pas de retour là-dessus. On n'a pas observé en tout cas d'effets flagrants sur la morphologie du lit, sur les ouvrages qu'on a pu étudier, puisque c'est aussi surtout des ouvrages qui se retrouvent dans des zones quand même relativement bien aménagées avec des cours d'eau qui sont quoi, rectilignes. Ouais, très bien, bah, merci pour la réponse. Juliette, je pense qu'on n'a pas eu d'autres questions. Il y a juste un commentaire de Raphaël Leblond. Oui, j'ai répondu tout à Elle a l'heure. répondu tout à l'heure. Ouais. C'est un nouveau commentaire, hein, Ah, qui Ah oui, indique pardon, j'avais pas vu. oui, qu'on l'autorise à travailler du 15 juin au 15 septembre, j'imagine, sur les contraintes d'accès, en pleine croissance des végétaux et qu'il hésite à utiliser le génie végétal pendant cette période. Ok. Oui, bah je comprends. Euh, je pense que j'aurais pas de réponse tranchée sur cette question. Le mieux, ce serait peut-être de faire des tests sur des plus petits ouvrages, parce que ça dépend aussi de l'ère géographique dans laquelle vous vous trouvez. Euh, Peut-être que Pierre-André, tu aurais une réponse plus construite au Québec. Euh,
Non, j'avoue, je préfère pas, je préférerais pas m'avancer. Après, le plus important, je dirais, c'est d'utiliser la végétation soit vraiment. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de récolter les boutures euh, à l'automne, de les laisser en dormance jusqu'au 15 juin et de venir les planter le 15 juin. Ou alors de le faire au mois de septembre. Je sais qu'il y a quand même pas mal je sais pas où vous êtes au Québec, mais enfin, André a beaucoup travaillé au Québec et il a fait pas mal enfin, il a rédigé pas mal de guides et de retours d'expérience. Donc, si jamais je pourrais vous transférer enfin, si vous me donnez votre adresse mail, de la documentation par rapport à ça, mais j'avoue que c'est un milieu que je connais pas du tout, je me sens pas de vous répondre. Bon, peut-être juste pour compléter, Mm. il y a quelques, enfin ici sur le Genève et environ, Haute-Savoie, il y a ces dernières années quelques chantiers de génie végétal qui ont été réalisés en pleine période de végétation, qui ont donné des résultats bons, relativement bons, il faut le dire, mais alors à grand renfort d'arrosage, de suivi très 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 intensif. Et puis bon, bah, je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut recommander parce que, en tout cas à large échelle, s'il faut aller après toutes les semaines arroser et déverser des mètres cubes et des mètres cubes d'eau, c'est pas dans cette direction. Je pense qu'il faut aller quoi. Mais enfin, ça s'est eu pratiqué avec des résultats relativement bons, on va dire quoi. Je profite pour une autre question. Oui. Euh, donc, une des caractéristiques des cours d'eau de montagne, c'est souvent le profil longitudinal qui est assez marqué. Ça a été d'ailleurs, tu l'as rappelé dans ta présentation, en début de présentation. Je voulais savoir si dans les aménagements que vous avez analysés, est-ce qu'ils étaient souvent, jamais ou parfois accompagnés d'ouvrages de stabilisation du profil en long, de type seuil, rampe ou ce genre de choses? Ou Mm. pas. Ouais. Eh ben, je dirais presque jamais. Mhm. Euh, si mes souvenirs sont bons, sur les 48 ouvrages, euh, les seuls qui me viennent en tête où il y a eu des accompagnements de stabilisation du coup du fond du lit, c'est les ouvrages que vous avez réalisés dans le cadre de Génialp en Suisse. Ok. Ouais. Et sur le reste des ouvrages, non. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions. Moi, j'en profite pour en poser une petite dernière, si tu veux bien. Oui. Euh, il y a eu des inventaires de faune, en fait. Est-ce que ça a apporté quelque chose ou pas? Sur les ouvrages que nous, on a suivis, Ouais, et ça euh, n'a peut-être pas été suivi d'ailleurs, en fait, c'est ça. non. Enfin, oui, c'est pas un suivi, c'est vraiment une visite ponctuelle. Il n'y a pas il y a pas eu d'inventaire de faune, mais c'est des travaux qui ont été réalisés sur d'autres types d'ouvrages, notamment, par exemple, les travaux d'Étienne Boncourt qui a regardé l'effet des types de techniques de génie végétal sur les, comment on dit, le déplacement des invertébrés, enfin des vertébrés, pardon. Donc, il me semble qu'il avait regardé des amphibiens et des castors. Donc, c'est des résultats qui peuvent être transférés à nos ouvrages à nous. Donc, l'idée, c'est de se dire que si on met en place des ouvrages de génie végétal, on va plutôt favoriser le déplacement de la faune. Et après, il y a aussi des travaux qui ont été réalisés par Paul Cavaillé et Maxime Tisserand, il me semble, sur regarder un petit peu la différence entre les macro-invertébrés benthiques, les insectes, essayer de regarder la diversité sur un gradient, sur ce gradient de végétalisation. En fait, le gradient de
végétalisation qu'on a là, été dans d'autres études, pour regarder justement lesquels avaient un effet plus ou moins bénéfique sur la biodiversité. Ouais. Donc, ce qui ressort, c'est que les ouvrages de génie végétal qui ressemblent plus aux berges naturelles sont les types d'ouvrages où il y a le plus d'effets bénéfiques sur la biodiversité. Mais je vous laisserai du coup plutôt vous référer à ces travaux que je connais moins bien. D'accord. Bon, ben, merci d'avoir répondu. Eh ben, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, tout d'abord, ben, on vous remercie de votre présence. Vous étiez plus d'une trentaine aujourd'hui autour de ce webinaire concernant la présentation de Juliette. Alors, un grand merci à tous à toutes et à tous d'être présents. Juliette, merci pour cette super présentation qui était très intéressante. Manu, merci de ton animation. Voilà. Et puis, bah, est-ce que on peut disposer de la présentation, Juliette? Est-ce qu'on peut la communiquer ou pas? Faut que j'en parle avec André, mais je dirais sur le principe que oui. Ah, il y a peut-être une question supplémentaire. Ah, non, c'était un remerciement. Et donc, ben, merci. Manuel, tu veux rajouter un mot de la fin? Ou Juliette, un mot de la fin? Pardon, Juliette, d'avoir un mot de la fin. Bah merci, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, c'est la première fois que je m'essaye à cet exercice. C'était pas évident de ne pas vous voir, mais j'espère que c'était quand même intelligible et clair et que ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez plus de questions ou si le sujet vous intéresse. Merci à tous et merci Juliette à nouveau et bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous. Et puis, bah, si vous voulez rejoindre l'AG Bio, hein, vous êtes les bienvenus. On a plusieurs collèges, chercheurs, entreprises, bureaux d'études. Donc, vous êtes les bienvenus. Et puis, bah, on vous souhaite une belle journée. Merci, Juliette. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci bien, au revoir.